Bonjour, bienvenue à vous sur Média TV dans 11 dit tout. Voici notre sommaire d'aujourd'hui. Notre aliment de cette semaine est un super aliment, gros plan aujourd'hui, sur l'amande. Dans quelques instants, vous en saurez un peu plus. Au boulot ensuite avec cette approche qui secoue le mythe de la stabilité professionnelle. Notre femme inspirante de cette semaine a rêvé pendant très longtemps d'escalader le Kilimandjaro. Elle a fini par le faire. Elle est avec nous pour nous raconter tout cela. Et pour finir, on s'occupe de notre santé. Vous avez des douleurs dans le bas du dos, c'est justement très répandu, mais est-ce que c'est une sciatique ou un lombago? On vous en parle également. Bienvenue à vous sur Média TV. Bienvenue à vous sur Média TV dans 11 dit tout. Place tout de suite justement au développement de nos différents sujets avec nos différents invités. À commencer par vous, Mohamed Manjala, bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Vous êtes exécutif life coach. Avec vous, une vie, une profession, un mythe en 2018. Eh bien, pour vous, ça l'est. Nous allons en discuter dans quelques instants. En face de vous, Naïma Filali, professeure d'éducation physique, mais pas seulement. C'est notre femme inspirante de cette semaine. Bonjour Lalla, Mahba Bek, c'est un plaisir de vous avoir. Alors, vous avez réalisé dernièrement un grand rêve, oui, celui d'escalader le Kilimandjaro. Vous allez nous raconter ce cheminement dans un petit moment, parce que c'est de chemin qu'il s'agit pour vous et non pas de sommet. C'est bien ça, on va en parler. Et puis, lorsqu'on fait beaucoup de sport, mais pas que, on peut souffrir de mal de dos. Ça, c'est, on va dire, une petite perche pour annoncer votre sujet. Docteur Fouad Ayadi, vous êtes neurochirurgien, mal de dos. Est-ce que c'est une sciatique ou un lombago? Comment faire la différence? Et la prise en charge, bien sûr, et les causes sont complètement différentes. Nous allons en discuter avec vous. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. J'espère que ça sera la même chose pour vous. Un bon samedi matin ensemble. On commence par quoi le samedi matin? On commence par l'aliment de la semaine. Notre star, c'est un super aliment, l'amande. On regarde. Originaire du Moyen-Orient, l'amande est le fruit de l'amandier. Cet arbre des terres méditerranéennes préfère les hivers doux et pousse uniquement sous un climat sec et chaud. Au Maroc, près de 160 000 hectares sont cultivés pour produire chaque année plus de 100 000 tonnes d'amandes. Premier arbre à fleurir au printemps, les amandes fraîches sont cueillies en septembre et en octobre. Les amandes sèches, quant à elles, sont disponibles toute l'année. Appartenant à la famille des oléagineux, une amande pèse en moyenne entre 1 et 1,5 g et contient très peu d'eau. Elle se révèle être une précieuse alliée pour la santé grâce à sa richesse en lipides, en protéines, en acides gras et en vitamines, mais surtout en oligoéléments comme le fer, le cuivre, le zinc, le potassium et le calcium. Malgré son apport énergétique élevé, l'amande est un encas parfait pour les petites faims. C'est aussi une alliée minceur redoutable en cas de régime, à condition de respecter les besoins caloriques. L'amande se prête à tout type de recettes sucrées ou salées et se présente sous toutes les formes, fraîche, grillée, effilée, en pâte ou encore en poudre. Sous forme d'huile, l'amande douce est particulièrement réputée pour ses vertus cosmétiques. Hydratante et nourrissante, elle peut être très efficace pour les peaux sèches et le cuir chevelu. Elle atténue également les rougeurs et les irritations, notamment chez le nourrisson. N'hésitez donc pas à intégrer ce petit fruit à coque dans votre alimentation pour être sain comme une amande. Alors forcément, je pense à vous, Naïma Filali, pour l'amande. Est-ce que vous avez pensé à emmener des amandes avec vous pendant votre ascension du Kilimandjaro? Effectivement. Si, c'est vrai? Effectivement, j'avais des petits sachets, il y avait des amandes, il y avait aussi des noix, des raisins secs et des céréales, oui. Oui, et les amandes faisaient partie. Absolument. Bon, messieurs, à vous, je ne peux pas vous poser la question de l'huile. Oui, l'huile d'amande douce sur le visage et les cheveux, non, pas concernés, non? Non. Mais par contre, moi, je suis un fervent adepte de l'amande parce que l'amande a une autre vertu spéciale, c'est que c'est la seule protéine qui est alcaline, donc elle ne fait pas mal au ventre. Et comme en cas, comme pause, des fois à 3h, 4h d'après-midi, une petite poignée d'amandes, ça redonne de l'énergie crue, si on n'a pas le choix grillé, mais au moins ça coupe la faim jusqu'à l'arrivée du dîner. Absolument. Docteur Fouad Ayadi, oui, pour quelques petites amandes grillées quand même.
Ça ne fait de mal à Ça personne. fait de mal un peu de plaisir aussi, quand même. On est un pays qui est quand même assez reconnu par tout ce qui est gâteaux à base d'amandes et tout, qui sont d'ailleurs très très bons, mais à condition de ne pas trop en abuser, bien sûr. Absolument. L'huile d'amande douce, quand même, en massage au niveau Ça du s'utilise dos. effectivement au niveau du dos par certains masseurs, certains kinésithérapeutes. Ça pourrait éventuellement ramener quelques améliorations par rapport à la douleur. Absolument. Alors, vous, docteur Fouad Ayadi, vous êtes neurochirurgien. Naïma Filali, vous avez fait votre carrière dans l'éducation nationale. Vous avez été pendant plusieurs années professeur d'éducation physique. Mais en face de vous, il y a monsieur Mohamed Manjara, exécutif life coach, qui est là pour vous dire que finalement, ou pour dire aux téléspectateurs plutôt, qu'aujourd'hui, en 2018, on ne peut pas faire d'une profession toute une carrière. On ne peut pas garder un job toute sa vie. Alors, on va en parler avec vous au boulot tout de suite. Mohamed Manjara, vous êtes executive life coach. Merci encore une fois d'être là. Et pour vous, aujourd'hui, on ne peut pas rester toute sa vie dans un même poste. Ce n'est pas possible à faire le même travail ou même dans une seule et même entreprise. Ce n'est pas ça. En tout cas, ça c'est ce que vous êtes venu nous raconter aujourd'hui. Nous avons rencontré différentes personnes à l'extérieur, dans la rue, de façon, on va dire, aléatoire. Et nous avons rencontré également une DRH, une professionnelle. Donc, qu'en pensent toutes ces personnes rencontrées par nos équipes? On regarde tout de suite. On est dans une ère où tout va vite, où c'est rapide, où tout se transforme, où on change d'avis très rapidement. Donc garder le même boulot toute une vie, je pense que c'est un peu difficile. Non, ça m'étonne bien fort. Oui, avec la nouvelle génération, c'est un petit peu ennuyeux. Et je ne pense pas que ma fille va rester jusqu'à la pension. Ça m'étonne bien fort. Avoir un travail pour la vie en 2018 est quelque chose de plus en plus rare en entreprise. Car ce que je vois tous les jours, par rapport aux personnes que nous recrutons, les personnes qui sont aujourd'hui de la nouvelle génération ont d'autres besoins que celles de la génération d'avant ou même celles de nos grands-parents. On trouve des personnes qui travaillent dans la même boîte dès le premier embauche jusqu'à la fin de carrière. Mais on trouve que d'autres personnes changent d'une année à une autre, parfois 6 mois, parfois 3 ans, parfois 2 ans. Ça dépend de l'évolution de carrière au niveau de la société d'abord et les perspectives recherchées par la personne elle-même. Ce phénomène relève de l'éducation mais aussi de la nouvelle génération. L'éducation de nos parents fait que certaines personnes ont toujours vécu avec l'idée qu'il fallait avoir un job for life ou un travail pour toute la vie. Et avec cette éducation-là, ça fait que c'est bien inscrit dans leur esprit. Ils ont un comportement d'entreprise qui fait qu'ils vont y passer des dizaines et des dizaines d'années, voire jusqu'à la retraite. Et d'autres personnes, toujours dans la même génération, peuvent complètement changer de carrière, changer d'entreprise très très rapidement selon leurs envies. Pour moi, je pense que je ne vais pas garder le boulot jusqu'à la fin de la retraite. Si qui risque rien, il n'aura rien à la fin parce qu'il faut risquer pour trouver des... On a vu des exemples dans le monde entier, ils ont changé leur vie avec une décision et ils ont maintenant réussi leur vie bien que rester dans son bureau, faire le travail et attendre 10 ans pour avoir une petite augmentation. Sur le plan organisationnel des ressources humaines, on voit que le taux d'attrition ou de départ est assez élevé chez les jeunes qui ont 1 voire 2 ans d'expérience. C'est surtout les personnes qui sortent de l'école très rapidement. Au bout de la première année, ils veulent déjà évoluer, ils veulent avoir un salaire beaucoup plus important. Ils se comparent souvent aux cadres qui ont passé quelques années dans l'entreprise. Ce qui fait qu'ils sont à la recherche de ces opportunités-là. Et très très vite, ils sont vraiment infidèles et ils peuvent partir ailleurs pour choisir d'autres métiers, ou en tout cas pour évoluer. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment infidèles? Est-ce qu'on peut parler carrément d'infidélité professionnelle, Mohamed Manjara? Ceci n'a rien à voir avec la fidélité professionnelle, ça a à voir avec l'environnement dans lequel on est. Et le problème, moi je suis coach, je coach les étudiants, je coach les dirigeants d'entreprise qui cherchent à se réadapter. Il y a des faits. Un chiffre qui va vous effrayer, d'ici 2030, il y a 800 millions d'emplois qui vont être perdus, dus à l'intelligence artificielle, les changements technologiques et autres.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce principe qu'on va à l'école, on va à l'université, on a un emploi, on garde cet emploi, on évolue au sein de cet emploi, ça c'est terminé. Il faut être capable de se réinventer. Il y aura des robots journalistes, présentateurs d'ici 2030? Il y aura toujours de la demande dans les métiers. Ouais. Tous les métiers vont être demandés et sollicités, mais la façon avec laquelle on exerce ces métiers va changer. Donc, ce que je dis aux étudiants, ce que je dis aux dirigeants d'entreprise, ce que je dis aux cadres que je coach, c'est que vous devez être capable de vous réinventer, vous devez être capable de vous adapter et surtout de constamment apprendre et investir en vous. Il n'y a pas de, comme on dit en anglais, job security, il y a you security. Donc tout ce que vous faites pour vous adapter, apprendre et vous améliorer vous permet d'évoluer et vivre dans le monde à venir. Ça vous arrivez à le communiquer facilement à la jeune génération, peut-être beaucoup plus qu'à ceux qui sont installés dans une carrière professionnelle, qui ont un certain statut? Pas vraiment. Vous serez surprise du nombre de jeunes étudiants qui sont convaincus, parce qu'ils ont fait Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, que ça y est, on va leur donner un emploi et ils vont garder cet emploi à vie. Je leur dis, il n'y a aucune garantie. Aujourd'hui, on doit accepter, et c'est ça ce que je fais dans mon métier, j'inculque ça aux gens, on doit accepter de vivre dans l'incertitude, on doit accepter de vivre dans l'inconnu. Parce qu'avant, c'était très facile, la génération de nos parents, nos grands-parents, ils avaient un emploi, il n'y avait pas trop de changements technologiques, on faisait plus ou moins à la façon dont ils faisaient le travail à la retraite, c'était plus ou moins la façon dont ils faisaient le travail quand ils avaient commencé. Aujourd'hui, la richesse, c'est quoi? C'est d'être capable de sortir de sa zone de confort, de se réinventer et de savoir qu'on n'a pas une carrière, mais plusieurs carrières différentes dans sa vie. Ok, se réinventer comment? Qu'est-ce que vous proposez? Premièrement, savoir qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous intéresse. Deuxièmement, constamment apprendre et apprendre. Parce que notre système éducatif a été basé sur quoi apprendre. Aujourd'hui, il faut carrément changer de paradigme et se dire comment apprendre. On doit apprendre aux étudiants à apprendre plus vite pour s'adapter. Les métiers classiques sont en train de disparaître, moi je dis ça aux étudiants, mais il y a d'autres métiers qui sont en train de se créer. Parce que chaque fois qu'il y a eu un changement technologique, que ce soit l'arrivée du train, que ce soit l'arrivée de l'informatique ou autre, il y a des emplois qui disparaissent, mais à côté de ça, il y a de nouveaux emplois qui se créent. Et donc, être capable de s'adapter à l'offre qui est disponible et de ne pas vouloir s'attacher à cette pseudo-sécurité et pseudo-stabilité, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors, un neurochirurgien, par exemple, devrait être capable de se réinventer comment? Parce que peut-être ce neurochirurgien, il va se voir dans 10 ou 20 ans que 90% de son travail va être fait par un robot. Peut-être qu'il va commencer à travailler avec les gens qui conçoivent les robots pour peut-être mieux opérer. Peut-être qu'il va conseiller les entreprises pharmaceutiques. On va avoir besoin de sa compétence, mais la façon dont le métier de neurochirurgien est exercé, aujourd'hui, ça va changer dans 20-30 ans. Ça se passe dans la médecine, ça se passe dans l'architecture, ça se passe dans les cabinets d'avocats. Dans tous les métiers, il y a des changements profonds. C'est pour ça que je vous ai parlé 800 millions de pertes d'emplois en 12 ans, c'est énorme. 100 000. 800 millions d'emplois. Mais c'est angoissant tout ça quand même. C'est pas angoissant, il faut voir ça comme des opportunités et la vitesse du changement est en train de s'accélérer. C'est angoissant parce que finalement il n'y a pas vraiment de visibilité, il n'y a pas de plan d'avenir. Il y a une visibilité à court terme. Justement, c'est ce que je fais dans mon travail. J'apprends aux gens à cette recherche de visibilité, cette recherche de stabilité n'est qu'une illusion. On se dit, tiens, on va travailler dans une grande institution parce qu'on est convaincu que cette institution va être pérenne et donc on va garder notre emploi. Je vais vous donner un exemple vraiment très terre à terre. Vous avez beaucoup de personnes qui prennent des crédits logement sur 20 ans, 25 ans, parce qu'elles savent qu'elles vont démarrer dans leur tête. Elles se disent, je démarre, j'ai encore 25 ans, 30 ans de carrière devant moi. Voilà mon salaire aujourd'hui. Dans 30 ans, il sera arrivé à temps. Et avec ça, je peux continuer à financer mon crédit logement, par exemple, avec telle et telle mensualité. Dans votre logique à vous, celle que vous êtes en train de nous expliquer aujourd'hui, et que finalement on a pu aussi découvrir à travers les différents témoignages, c'est plus possible, on ne peut plus s'engager, par exemple, on n'est pas suffisamment stable professionnellement pour pouvoir s'engager sur des crédits à très long terme. C'est imbriqué, non? Oui, mais la chose à laquelle il faut faire attention, moi je n'ai pas dit qu'on va passer par des périodes de chômage. Ok. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un métier, il faut constamment, on le dit en arabe, et ça c'est une expression qui me dérange, au salt. On a cette idée au Maroc que quand on a fait quelque chose, parce qu'on l'a fait, on est arrivé et on a réussi. On est toujours en train de réussir. Et donc, il faut se dire que ce n'est pas parce que j'ai un emploi que je vais pouvoir
me prendre mes aises, me laisser aller. Et je citerai quelqu'un qui est très fort, c'est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Il disait « Day One Mentality », c'est-à-dire la mentalité du jour 1. Il faut toujours faire son travail comme si c'est le premier jour, il faut toujours se remettre en question, il faut toujours essayer d'apprendre, il faut toujours essayer de se réinventer. Si on a cette attitude, ce mindset, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va faire une très belle carrière, ou plutôt plein de carrières différentes. Absolument. Si on a l'idée que parce qu'il y a 5 ans, on a fait un très beau diplôme ou on a fait de très belles études et que ça va nous suivre pour la vie, c'est pas vrai. Voilà. C'est plus vrai. C'est plus vrai. C'est plus vrai. Docteur Fouad Al-Ayadi, justement, on vous a pris en exemple il y a quelques instants. Vous êtes neurochirurgien. Oui. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que dit Mohamed Menjara? Est-ce que, normalement, quand on a fait médecine, c'est pour la vie? Oui, moi je suis complètement d'accord avec ces Menjara parce que le fait d'avoir un diplôme ne veut absolument rien dire. Là, maintenant, ça ne veut absolument rien dire. Et là, toutes les tendances actuelles de l'éducation, et notamment à l'étranger, c'est d'aller vers tout ce qui est nouveau, vers l'intelligence artificielle. C'est très important. Il y a un moment où, bon, moi, étant neurochirurgien, je ne me vois pas faire autre chose que de la neurochirurgie. Peut-être que ce n'est pas vrai par rapport à d'autres domaines. Mais dans mon domaine à moi, le fait de rester assis et d'attendre que les choses changent toutes seules, c'est impossible. Les choses changent tellement rapidement, l'intelligence artificielle, la robotisation, on aura toujours besoin de neurochirurgiens. On aura toujours besoin d'une capacité de réflexion humaine, d'accord, mais qui sera utilisée dans un autre cadre, on va dire. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que dit M. Menjara. Si je peux rajouter quelque chose, ce qui va changer dans son métier, c'est qu'on aura toujours besoin d'un neurochirurgien, mais la façon dont le neurochirurgien va travailler va changer. Donc s'il investit en lui, s'il investit en ses compétences et ses connaissances, il va pouvoir justement s'adapter et faire une longue carrière. Mais si à côté de ça, il se refuse à s'adapter, il se refuse à évoluer, malheureusement, il sera obsolète. Naïma Filali, vous êtes professeure d'éducation physique. C'était différent pour vous à l'époque? C'est vrai, c'était différent, mais on était content d'être professeur et d'avoir ce poste dans l'éducation nationale. Et vous l'avez gardé en fait jusqu'à votre retraite anticipée? Absolument, 34 ans. 34 ans. Dans l'éducation nationale, professeur d'éducation physique. Voilà. Alors, c'est ce qui vous a motivé ensuite à, entre autres peut-être, et c'est ce qui vous a outillé à escalader le Kilimandjaro. On va vous en parler dans un petit moment, on va en parler. Vous êtes notre femme inspirante de la semaine, on le rappelle. Alors, avant de continuer, on a quelques questions de téléspectateurs pour vous, Mohamed Menjara. On y va pour la première. Alors, on a cette première question qui dit 2018 ou 1918, c'est juste une question d'argent. Les gens changent de boulot pour avoir un meilleur salaire. C'est ce que nous dit Naufel, 23 ans, Rabat. Vous en pensez quoi? 2018 ou 1918? J'ai eu du mal à lire 1918, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas tombée sur... Le salaire est important parce qu'effectivement, il permet de subvenir à des besoins. On a une famille, on a des gens à nourrir, on a des charges. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. Et ça, j'ai toujours un problème avec mes étudiants. Je leur dis, il faut d'abord se dire qu'est-ce qui me passionne. Ensuite, je me forme. Ensuite, je prends cet emploi. Ensuite, je cherche à m'améliorer. Et ensuite, le salaire va suivre. Quand votre principal objectif, c'est le salaire, vous n'allez jamais progresser. Parce que si vous avez ce moteur qui est celui de vous améliorer, automatiquement le salaire va suivre. Et puis il faut aussi garder cette notion de plaisir dans ce qu'on fait. C'est important. Bien sûr, bien sûr. Il faut aimer ce qu'on fait. Aujourd'hui, on vit beaucoup plus longtemps. Les gens qui ont aujourd'hui 20, 25 ans, théoriquement, ils sont censés vivre jusqu'à 95 ans. Donc ça veut dire qu'ils auront un bon 65, voire 70 ans de travail devant eux. Donc ils ont intérêt à faire des choix où ils vont apprécier ce qu'ils font et ne pas se dire vite, vite, quand est-ce que la retraite va arriver. Donc se focaliser plus sur ce qui nous passionne, travailler, investir en soi, devenir le meilleur pour qu'ensuite le salaire suive. Une autre question, on y va. Alors, tout dépend du choix de carrière. Je ne pense pas qu'un médecin, un architecte ou encore un avocat changera de métier au cours de sa vie. C'est une dame de 52 ans, Oumlret, qui le dit. Alors, ça rejoint un petit peu la question qu'on vous posait à vous également, docteur Al-Ayadi. Mais voilà, est-ce qu'il y a des professions finalement qui ne poussent pas à cette réflexion? C'est exactement là qu'est le problème. Beaucoup de gens sont convaincus que leur métier ne doit pas changer. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils font des transplantations de cheveux avec robot. C'est un robot qui fait toute l'opération que faisait avant un médecin de chirurgie esthétique. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Mais il y a le médecin derrière. Il y a le médecin, mais le médecin, son métier a changé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir besoin d'architectes, de médecins, de pharmaciens, d'ingénieurs et tous les autres métiers. Cependant, la façon dont ces gens-là exercent leur métier va changer. Donc, soit on va apprendre. C'est comme si moi, je suis architecte et je refuse d'installer l'ordinateur et je veux faire le plan à la main. C'est comme si moi, je suis expert comptable et je refuse
plus avoir l'informatique pour commencer à calculer et présenter mes plans comptables. Je dois m'adapter à l'environnement. Mon métier ne va pas disparaître à condition que moi j'apprenne. Maintenant, ce qui a changé et ce qui va continuer à changer, c'est la vitesse à laquelle je dois apprendre et que je dois constamment investir dans ma formation. Est-ce que ça ne déprime pas vos étudiants quand vous leur dites ça, justement? Parce qu'eux, ils se disent, on est débarrassé, c'est bon, on est arrivé, on va être diplômé. Alors, vous avez ressorti la phrase que je déteste au SALT. On n'arrive pas. Ce n'est pas parce que vous avez Bac plus 5. Et justement, c'était le modèle. On disait aux gens, dans les années 70-80, on leur disait, vous savez quoi, vous allez partir à la fac ou à l'université, et quand vous allez sortir, on vous promet un emploi à vie. C'est ça. Ça n'existe plus, parce que même l'État n'a pas les moyens, même si l'État aujourd'hui au Maroc voulait prendre ces gens-là, l'État malheureusement n'a pas les moyens financiers de prendre toutes ces personnes. Lorsque je parle de jeunes, c'est parce que lorsqu'on est diplômé, qu'on va démarrer dans la vie professionnelle, on se dit au moins on est débarrassé des études pour toujours, voire pour un petit moment. C'est ce qu'on se disait avant. Maintenant, les choses sont différentes. On n'est pas débarrassé des études. Non, on n'est pas débarrassé des études. Au contraire, les études, c'est un tremplin. Le docteur disait tout à l'heure qu'un diplôme, c'est bien de l'avoir, mais il faut faire ses preuves. C'est ça. Et de croire que le diplôme est une arrivée, non. Le diplôme est un départ, mais que ce départ doit constamment s'accompagner de changements, d'améliorations et de travail sur soi. Et s'autoriser la remise en question. Absolument. Et on a des périodes aussi dans notre vie. Peut-être que quand on a la vingtaine et la trentaine, on est passionné par un autre métier. À la quarantaine, on a envie de faire quelque chose. Madame, justement, est un très bon exemple. Elle a changé, elle a fait des choses, elle a escaladé le Kilimandjaro. Il faut se réinventer. Donc, si on prend la vie comme étant des moments de bonheur, des moments d'appréciation, notre vie est passionnante. Mais si on est stressé, pourquoi on ne peut pas garder le même boulot? C'est parce qu'on veut s'attacher à une certaine stabilité qu'on n'aura jamais. Absolument. Mohamed Manjara, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes exécutif life coach. Vous nous avez bien secoué aujourd'hui. On reste ensemble pour continuer l'émission. On retrouve dans un petit moment notre femme inspirante de cette semaine, Naïma Filali. On parlera de maux de dos avec vous, Dr Fouad Al-Ayadi, mais juste après une courte pause. À tout de suite. Allez, de retour sur le plateau d'On se dit tout, Média TV bien sûr pour vous accompagner ce matin. Nous avons parlé de profession, sortir de sa zone de confort. Selon le spécialiste qui est avec nous, Mohamed Manjara, en fait ce n'est pas un luxe, mais c'est aujourd'hui une nécessité de s'adapter à la réalité du marché. Ensuite, les maux de dos, on en parlera dans un petit moment avec vous, Dr Fouad Al-Ayadi. Mais tout de suite, on reçoit notre femme inspirante de cette semaine, Naïma Filali, professeure d'éducation physique. Bonjour. Bonjour. Une nouvelle fois, merci d'être là. Alors, il y a quelques semaines, vous avez réalisé un rêve qui a duré, on va dire, une dizaine d'années. Il a démarré en 2008, il s'est concrétisé en 2018, à savoir escalader le Kilimandjaro. Mais tout de suite, notre femme inspirante de la semaine. Et c'est vous, Naïma Filali, professeure d'éducation physique. Merci beaucoup d'être là. Vous avez réalisé votre rêve il y a, on va dire, quelques semaines, un mois et demi. Vous avez escaladé le Kilimandjaro. Le rêve a démarré en 2008 et a fini par se concrétiser cet été. On vous regarde en action, ça vous va? Bien sûr. Et on regarde. Bonjour, je suis Naïma Filali. J'ai fait des études de sport, d'éducation physique et sportive à INSBA de Casablanca. J'ai choisi l'éducation nationale. Je suis une grande sportive. J'ai travaillé pendant 34 ans et j'ai dit basta, je m'arrête. Il faut absolument que je fasse de belles choses. Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, j'avais voulu vous parler aujourd'hui parce que pour vous annoncer que je pars pour l'ascension du Kilimandjaro. C'était un rêve qui était caché dans un tiroir il y a une dizaine d'années. On m'a fait cette proposition de partir il y a 3 ou 4 mois et je n'ai pas dit non, je n'ai même pas réfléchi. Et j'avais complètement oublié qu'aujourd'hui, j'ai 59 ans, que je suis à moins 20 jours de mon départ en Tanzanie. Qu'en ce moment, je suis en train de faire un entraînement en altitude à 1200 mètres. Je peux toujours lancer des défis, des challenges, mais avec ce caractère que j'ai, je pourrais aller même jusqu'au bout du monde. Bonjour tout le monde, voilà, nous sommes arrivés
à l'emplacement de la première étape qui est à 2700 mètres. La météo n'est pas favorable, mais c'est un double challenge, un double défi pour tout le monde. Ben voilà, la cerise sur le gâteau. Je trouve pas d'eau, du tout. Je suis épuisée, mais c'est tout que du bonheur. Voilà, nous avons terminé l'ascension du Kilimandjaro. Regardez-moi comment je suis, mais bon, mais c'est plein de belles choses. J'ai eu la nature en plein la gueule. Je vous embrasse les amis, au revoir. Alors, c'est une grande sportive, mais c'est aussi une hypersensible, beaucoup d'émotions. Ça vous fait quoi de revoir tout ça, Naïma Filali? Bah, écoutez, j'ai la chair de poule, franchement, mais c'est tellement beau. C'est ça, là, c'est ça, c'est le chemin, c'est extraordinaire. Et franchement, vous êtes fière de vous? Fière, oui, fière, parce que c'était dans mon cœur, il fallait faire quelque chose. Oui, je suis fière de moi, oui. Oui, absolument. C'est bien de Je dire. me suis testée et je suis arrivée. Voilà. C'est important pour vous de vous tester? Absolument. À mon âge, oui. J'avais besoin de me dire, oui, Naïma, il faudrait quand même que... Oui. Vous savez, quand on est sportif, on aime bien voir si on est encore... on peut faire des choses, et de belles choses. Quand on est sportif, mais Absolument. aussi quand on a un vécu, quand on a un vécu, Absolument. quand on est passé par des moments difficiles. Très difficile, franchement. Mais aujourd'hui, oui, je suis fière de moi. Et comme vous dites là, mon vécu, oui, absolument. La perte d'une maman, un divorce. La perte de mon unique frère aussi. Et c'était vraiment en 2012, 2010, 2016. Mes enfants sont partis pour leurs études. Et tant mieux comme ça pour mes études, parce que c'est sûr, c'est très bien. Mais il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose pour moi. Il fallait partir quelque part pour se faire du bien. Vous m'avez dit en préparant l'émission, partir quelque part pour trouver quelque chose. Vous aviez besoin de trouver quoi? Eh bien, écoutez, se retrouver. Soi-même? Soi-même, exactement. Faire un chemin, observer, vivre, rencontrer, partager aussi. Vous pensez à quoi petit à petit en marchant, avançant? Vous savez que quand vous aimez la nature, je vais vous dire une chose, je pense que ceux qui aiment et qui font des randonnées, c'est l'odeur de la terre, c'est le bruit de la forêt, c'est la pluie qui vous tombe sur la tête. En même temps, vous vous dites là... Des fois, vous vous dites pourquoi je suis là, en fin de compte. Oui, vous vous êtes posé la question? Des fois, oui, mais après, juste après... C'est que du bonheur. Mais à l'intérieur, quand vous dites par exemple, quand on fait de la randonnée, oui, on fait de la randonnée, on aime l'odeur de la terre, on aime l'odeur de la pluie, on aime les bruits qu'on entend. Mais lorsqu'on fait le Kilimandjaro, c'est pas pour ça, hein. Vous le dites, c'est pour se chercher. Ah oui. Qu'est-ce qu'on cherche au fond de soi? D'être sereine. Voilà, j'ai appris à être sereine beaucoup plus aussi. D'être beaucoup plus calme aussi, de voir des choses que je ne voyais pas aussi. C'est pas évident, hein, vous voyez, c'est pas évident. Ça dure combien de temps, l'ascension? Écoutez, l'ascension, c'est normalement on n'est pas, c'est 32 à 34 km et juste après, à la veille, vous escaladez, c'est 4 jours et demi. Hein, ça dépend des chemins, parce qu'il y a plusieurs chemins, plusieurs parcours pour y arriver. C'est 4 jours et demi. Exactement. De conditions physiques importantes. Absolument. Et c'est très mental aussi. Tout à fait. En parlant de mental, en préparant l'émission, on a beaucoup discuté toutes les deux. Et en fait, vous m'avez dit que vous vous prépariez, bien sûr en marchant, en faisant beaucoup de sport, mais aussi en expérimentant ce qu'était d'être avec très peu d'oxygène. Oui. C'est vrai? Absolument. On raconte l'anecdote? Oui. Parce que vous avez de la suite dans les idées, hein, quand même, pour vous préparer à ça. Parce que, bon, moi, je n'ai pas fait de sommet, en fin de compte.
Je n'ai jamais fait de sommet, mais j'ai une bonne condition physique, et je craignais exactement l'oxygène, la pression. Et donc, je me suis dit, donc, Naïma, il fallait quand même... j'avais ce doute et cette petite peur. Et je me suis dit, donc, il faut vraiment travailler. J'ai fait beaucoup de natation. Mais pas que. C'est quoi l'autre Le petit truc là, d'astuce de randonneur que j'avais vu, c'était de mettre un plastique dans ma tête complètement et de circuler à la maison pour avoir moins d'air, pour dire, bon, écoute, voilà, ça peut t'attendre, ça, tu t'attends à ça. Et voilà. À se balader, à rester à la maison. Absolument. Avec un sac plastique. Mais il faudrait qu'avoir une concentration. Il faut se concentrer sur ce que vous faites. Sinon, vous pouvez étouffer. C'est comme si vous êtes dans un ascenseur et puis vous paniquez et non. Il faut se concentrer complètement sur ce plastique et tranquillement et contrôler votre respiration. Sinon, rien ne se fait. Alors, vous avez beaucoup échangé sur les réseaux sociaux et d'ailleurs, vous l'avez annoncé, on a vu la vidéo, vous l'avez annoncé à vos amis à travers une vidéo. Oui. Ils en ont pensé quoi ? Que c'était un grand exploit et que c'était super. Et franchement, ils m'ont vraiment encouragée. Franchement, pour elles, c'est comme si elles étaient parties. Voilà, elles étaient toutes contentes et moi aussi, franchement, elles m'ont donné quand même beaucoup d'espoir pour y arriver aussi. Vous avez eu mal au dos à un moment ou à un autre ? Mal au dos. Parce qu'il y a le docteur juste à côté, on peut. Vous savez, quand vous travaillez votre corps, moi je pense que le mal au dos, c'est manque d'exercice. Oui. Puisque si vous ne travaillez pas les muscles, surtout les muscles profonds, vous aurez toujours mal au dos. Il y a une préparation à faire avant de faire le Kilimandjaro, en principe, oui. Préparation physique. Oui, absolument. Oui. Travailler les muscles profonds surtout. Voilà. Vous avez travaillé avec un kiné, avec un... Non, pas du tout. Tout seul. Tout a été, c'était mon programme et quand je fais les choses, je les fais très bien. J'ai pu. Mais parce que vous êtes outillé vous étiez professeur d'éducation physique. C'est dans ma discipline, absolument. Mohamed Manjra, elle est bien sortie de sa zone de confort, et ça, vous adorez, vous. Absolument, justement. Je trouve que ce que vous avez fait est remarquable, être capable de se pousser, de sortir de sa zone de confort. Moi, quand j'entends les gens qui disent « Ah, 50 ans, 55, je ne peux plus faire tel sport, je suis fatigué », je leur donne un autre exemple. Il y a 3 ans, au Marathon des Sables, dans le sud du Maroc, il y avait un Français qui a 84 ans, qui a fait le Marathon des Sables. Le Marathon des Sables, c'est 225 km en autonomie alimentaire. C'est le marathon le plus dur, c'est sur une semaine. Il l'a fait. Être capable de repousser les limites. Qui c'est qui a dit qu'à 50 ans, on ne peut pas faire ça ? Qui c'est qui a dit ? Donc tous ces préjugés, il faut les casser. Madame a fait le Kilimandjaro, je la félicite, bravo pour votre exploit. Peut-être que demain, elle peut se donner un autre objectif, un autre exploit. Donc quand on est dans cette approche de vouloir toujours se surpasser, c'est il ne faut pas se comparer aux autres, il faut se comparer à soi-même. Et l'erreur que l'on fait, nous, c'est qu'on passe notre temps à nous comparer aux autres. En nous comparant aux autres, qu'est-ce qu'on fait ? On se déprime parce qu'on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, on est mal, mais alors que le plus important, c'est de se comparer. Donc sortir de sa zone de confort, ça, c'est un exemple. De temps en temps, se lancer des défis. Moi, j'ai eu l'occasion de courir le marathon. Je courais 10 km, je me suis poussé le défi de faire 42 km. Ça a été un défi. Il y a plein de défis. Il y en a qui font le triathlon, il y en a qui font des compétitions. Et donc, quand on a cette approche, ça nous permet de nous adapter et de mieux vivre notre vie. Ça fait peur à votre entourage, tout ça, vos enfants éventuellement ? Que oui, ils avaient peur. Mais le plus jeune, qui avait 22 ans, il a été très fier. Il m'a dit « Oui, maman, je suis fière de toi. » Mais la fille aussi, « Oui, pourquoi pas, maman, tu pourrais. » Et le plus grand, enfin l'aîné, m'a dit « Mais maman, c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas ? Et puis, depuis quand tu fais, toi, de la montagne ?» Et voilà. C'est l'inquiétude de l'aîné. Et absolument. C'est l'inquiétude de l'aîné. C'est légitime quand même. Et oui, absolument. Alors, nous avons des questions de téléspectateurs pour vous. Madame Naïma Filali, un jeune homme qui porte le prénom de votre fils Smaïl, 28 ans, et qui est de Tanger justement, qui dit « Avez-vous un objet porte-bonheur que vous emportez avec vous dans vos ascensions ?» Dans votre ascension, en l'occurrence, celle-ci. Je pense pas, non, pas du tout. Mais je pars avec mon cœur. Avec toute cette force en moi. Et je pars aussi avec ma tête. C'est tout. C'est en moi, tout ça. Voilà. Une autre question, alors c'est une dame, Hamida, qui vous dit bravo, vous êtes une véritable source d'inspiration. Quelle est la prochaine étape ? Est-ce que c'est l'Everest ?
Alors, l'Everest, non, parce que l'Everest, ce n'est pas pour moi. Vous savez, l'Everest, oui, je pourrais aller pour le camp, qui est à 4000 et quelques, et que les gens vont pour ça. Ils y vont pour mais l'Everest, non. Je vais Quand pas vous dites me c'est pas pour mentir. moi, ça veut dire quoi? Mais je n'ai pas besoin. C'est pas Tout est mon pour but. vous. Oui, non, attendez, là. L'Everest, non, je suis pas une. Non, vous savez ce que c'est énorme. Aller à 8000 et quelques, moi je pense pas. Moi je sais mes limites. Je suis fidèle à ce que je fais et j'irai au camp, très bien. J'irai peut-être. Je pense aller au Pérou pour le Machu Picchu là. Et donc je me suis lancé un défi cette année pour l'été prochain. De traverser à la nage le détroit de Gibraltar. Et j'espère que tout ira bien. Voilà, parfait. On vous souhaite le meilleur. Et justement, quand vous dites qu'il faut connaître ses limites, c'est important aussi, lorsqu'on se lance dans ce type d'expédition, de se dire je dois donner de moi, je dois faire de mon mieux, je veux me dépasser. Mais attention, il y a quand même des limites. Vous en avez parlé il y a quelques instants. Absolument, il y a des limites, oui. Je pense qu'il y a des limites. Bon, c'est contradictoire. C'est ça. Je comprends. Oui. Mais il y a des choses hors normes. Peut-être je peux le dire maintenant, mais peut-être que je changerai d'avis. Tout dépend de ma propre santé et comment je suis. Si je peux rajouter quelque chose, effectivement, il y a des limites. On est des êtres humains. On ne peut pas voler. Mais par contre, nos limites sont souvent beaucoup plus loin que ce que l'on pense. C'est ça le problème. Bien sûr, si moi je cours le marathon, je ne vais jamais prétendre devenir le champion du monde. Mais par contre, je peux atteindre des records personnels qui sont déjà très importants. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Oui. Absolument. Absolument. Et vous disiez tout à l'heure aussi, on entend beaucoup de gens dire à 50 ans, je ne peux pas faire tel ou tel sport. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Comment les hommes et les femmes qui nous regardent peuvent se dépasser? Écoutez, moi je parle surtout en particulier aux retraités, là, que j'aimerais bien qu'elles vivent des sensations, qu'elles réalisent leur passion et qu'elles osent, qu'elles aient de l'audace et qu'elles puissent faire de belles choses, tout simplement, parce que le monde va très vite aussi, hein. Il faut vraiment réaliser des petites et des grandes choses. C'est pas parce que moi, aujourd'hui, je suis une femme libre et que j'ai envie de faire des choses et personne ne m'arrête. Mais les couples pourraient peut-être s'organiser et se respecter entre eux pour vivre peut-être ensemble des passions ou peut-être ils ont des passions différentes. Hein? On peut garder les enfants et puis tu as une semaine et puis tu reviens et puis c'est ça. Et c'est ce qui fait aussi d'être en action. D'être en action, de ne pas se dire ce n'est pas possible. Ah non, moi je pense que... L'entente conjugale est importante aussi dans ce sens-là. Moi je suis possible pour des missions impossibles. Souvent. Ce sera le mot de la fin avec vous. Absolument. Merci beaucoup Naïma Filali, professeure d'éducation physique, à la retraite, mais femme aspirante de cette semaine parce que vous êtes, on va dire, une grande sportive, vous continuez à l'être avec notamment votre ascension du Kilimandjaro. Merci madame pour votre confiance, merci d'avoir été avec nous. À vos côtés, docteur Fouad Al-Ayadi, neurochirurgien. Docteur, merci d'être là. Mal au dos et surtout dans le bas du dos, c'est très fréquent, c'est très récurrent. Comment faire la différence entre une sciatique et un lombago? On en parle. Alors, le mal de dos, justement, on en parle avec vous, Fouad Al-Ayadi, en tant que neurochirurgien. Est-ce que, pour faire le lien avec ce qu'on disait il y a quelques instants avec Naïma Filali, marcher longtemps, marcher beaucoup, est-ce que ça peut être mauvais pour le dos? Non, pas du tout, au contraire. Marcher, faire de la marche, faire de la course n'a jamais fait mal au dos, au contraire. Être sédentaire, ne pas trop marcher, ne pas faire de sport, pourrait éventuellement être cause de lombalgie ou de lombago. Mais voilà, marcher longtemps, souvent c'est avec un sac à dos sur le dos, c'est pas mauvais pour... C'est une question d'entraînement, tout simplement, c'est une question de préparation. Mais on ne fait pas un Kilimandjaro du jour au lendemain, de toutes les manières. Il faut bien se préparer, tout simplement. Parfait. Alors, on va sur notre sujet, lombago ou sciatique, comment faire la différence. Et justement, on a l'explication d'une kiné, une explication et un rappel bien théorique. On regarde. La lombalgie est une douleur située au bas du dos, au niveau des vertèbres lombaires, généralement sans gravité.
appelé aussi lumbago, quand cette douleur est aiguë avec une impotence fonctionnelle et un blocage. Quand on a une sciatique, la douleur dépasse la région lombaire. Cette douleur irradie vers le bas, passant par la partie postérieure de la jambe, allant jusqu'aux orteils. En général, la sciatique ne touche que l'un des deux nerfs, gauche ou droit, qui sera comprimé, enflammé ou lésé. L'origine des douleurs du lumbago et du sciatique n'est pas la même. Un lumbago est dû à un spasme musculaire, c'est des contractions musculaires très fortes qui empêchent le mouvement. Pour la sciatique, elle est due à une compression de la racine nerveuse du nerf sciatique. On peut devenir lombalgique lorsqu'on fait beaucoup d'efforts, mais il faut savoir que la sédentarité, l'excès de poids et l'inactivité sont des facteurs qui augmentent le risque de la lombalgie, car elle peut survenir suite à un geste anodin ou un effort modéré mais non réfléchi. Je conseillerais aux personnes souffrant d'une douleur au niveau lombaire de consulter un rhumatologue. En revanche, un neurologue prendra en charge les patients souffrant d'une sciatique. Et donc, c'était une présentation bien précise de Dr Fouad Al-Ayadi, neurochirurgien, justement, avec vous. Ces questions, d'abord, est-ce qu'il y a une douleur plus dangereuse que l'autre? Est-ce que le lumbago est moins dangereux que la sciatique? Alors, je ne sais pas si on peut parler de danger, parce que bon, le problème est un problème de douleur, d'accord. Il est vrai qu'un lumbago, en général aigu, est beaucoup plus handicapant qu'une sciatique, qu'une douleur au niveau de la jambe. Vu qu'un lumbago va forcément, ça dépend évidemment de l'importance de la douleur, mais très souvent c'est un lumbago qui va bloquer la personne. Donc c'est quelqu'un qui ne va pouvoir absolument pas bouger. Le moindre petit mouvement peut éventuellement faire mal, ce qui confine des fois les patients au lit, des fois à 24 heures, 48 heures. Donc, danger, je ne dirais pas. Maintenant, la sciatique peut être considérée éventuellement comme plus dangereuse, entre guillemets, par rapport à la lombalgie, parce que la sciatique peut se compliquer éventuellement. On peut avoir une sciatique simple, c'est-à-dire une douleur qui va, comme l'a expliqué notre ami kinésithérapeute, qui va irradier, on va dire, le long du membre inférieur, que ce soit droit ou gauche, selon l'une des racines, que ce soit L5 ou S1. Mais cette sciatique peut se compliquer. On peut avoir un déficit avec une sciatique. On peut avoir des troubles urinaires avec une sciatique. On peut avoir des troubles sensitifs avec une sciatique. Quand ça se complique, quand la prise en charge n'est pas rapide, n'est pas bien faite? Alors, ça peut se compliquer d'emblée. Des fois, les sciatiques sont d'emblée compliquées. Mais dans la grande majorité des cas, et dans quasiment 75 à 80% des cas, les sciatiques sont bénignes. C'est-à-dire qu'on a une douleur qui est là, au niveau de la jambe, qu'on arrive éventuellement à juguler sous traitement, sous rééducation, sous un minimum de repos. D'accord ? Intervention, non ? Non. Pas d'intervention. Les interventions chirurgicales ne sont indiquées que pour les sciatiques compliquées. Alors, sciatique compliquée veut dire, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est une sciatique avec laquelle, qui va engendrer un déficit moteur, c'est-à-dire que le patient n'arrive pas à bouger ses orteils, voire la cheville en général. Ce sont des troubles urinaires. Des fois, c'est même une impuissance chez l'homme, d'accord ? Et tout ça fait que c'est une urgence. Là, il faut absolument opérer. Alors, pour l'un ou pour l'autre, est-ce que c'est important de venir très vite consulter? Souvent, il y a beaucoup d'automédication pour le mal du dos. Oui. Donc, les gens prennent beaucoup d'anti-inflammatoires, se font énormément mal aux reins également par la prise de ces médicaments et ne consultent pas. Est-ce que c'est important de consulter pour savoir finalement, pour être fixé sur l'un ou l'autre? Oui, c'est très important de consulter pour deux choses. La première, et c'est très important de le dire, c'est que pas tous les lumbagos se ressemblent. Il y a le cadre nosologique normal qu'on connaît des lumbagos, c'est-à-dire de la lombalgie aiguë suite à un effort, il a arriéré, et puis on se bloque, on a mal. Maintenant, c'est important de consulter parce qu'il faut faire la différence entre ce qui est lumbago mécanique, c'est-à-dire qui est dû à une petite hernie discale, à une petite tendinite, à un niveau spasme au niveau musculaire. Il faut faire la différence entre ça et entre ce qu'on appelle les lombalgies symptomatiques, c'est-à-dire il y a quelque chose de sous-jacent. Et ça, ce n'est qu'aux médecins, aux rhumatologues, aux neurologues, aux neurochirurgiens, de pouvoir dire si oui ou non c'est une sciatique symptomatique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dans le cadre justement d'une lombalgie ou d'un lumbago commun, le fait de consulter va pouvoir éviter de passer à ce qu'on appelle à la chronicité. D'accord ? Parce que très souvent, quand on est mal conseillé,
quand on ne prend pas très bien les médicaments, quand on fait ce qu'il ne faut pas faire, d'accord, on passe à ce qu'on appelle la lombalgie chronique. Alors, quand la lombalgie dépasse les 6 semaines, d'accord, et qu'elle devient résistante au traitement, dans ce cadre-là, on est dans la lombalgie chronique qui a une approche plutôt multidisciplinaire et beaucoup plus compliquée. Justement, Mohamed Majra, vous l'avez dit, fait beaucoup de sport. Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous avez senti que vous avez malmené votre dos ? La douleur fait partie du sportif. Effectivement, ça m'arrive souvent. Je fais un faux mouvement, comme a dit le docteur. Et après, je dois prendre 1 ou 2 journées de repos, arrêter le sport, faire des massages. Moi, je crois beaucoup en les vertus de la glace. Mettre quelque chose de froid. Je pense que le docteur sera d'accord avec moi. Du froid et quelques jours de repos et après reprendre. Mais le plus important, c'est de renforcer ses lombaires et renforcer ses abdos, les muscles. Parce que qu'est-ce qui se passe avec l'âge? On a un tassement de vertèbres et c'est ce tassement de vertèbres qui tolère moins la douleur. Absolument. Voilà. C'est une question d'étirement aussi, d'échauffement et d'étirement, Naïma? C'est parce que le cartilage entre les vertèbres est complètement écrasé là. Et c'est ce qui fait que les nerfs sont serrés et c'est là où il y a les douleurs. Vous voyez? Et donc, voilà. Et vous dites là, pour ce qui est du froid, moi, c'est l'alcool. Complètement. Je mets vous appliquez des compresses d'alcool. Voilà. Et du repos, surtout du repos, parce que le corps, ça parle aussi. Mais alors justement, quand on entend que le sport est bon pour les maux de dos, mais il y a certains sports qui ne sont pas bons lorsqu'on a déjà un problème de dos, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bon, au fait, quand on a un problème de dos, tous les sports qui vont solliciter, on va dire, la charnière lombaire, c'est-à-dire la partie basse du dos, c'est au fait cette partie qui reçoit le plus de sollicitations par rapport au mouvement. Tous les sports qui vont solliciter au maximum cette région devront être prohibés pendant une certaine période. Pendant une certaine période. Ne pas les arrêter, ne pas non, aucun sport n'est contre-indiqué, on va dire, dans une lombalgie. D'accord ? Mais ça dépend du moment où est-ce qu'on le pratique. Et dans une sciatique ? C'est strictement la même chose. Hein. C'est strictement la même chose. Maintenant, par exemple, il y a certains sports qui sont beaucoup plus incriminés que d'autres. D'accord ? Maintenant, tout ce qui est tennis, golf. Non, tennis, il n'y a aucun problème. Okay. On peut faire du tennis pas en étant en pleine crise de lombalgie, bien évidemment. Après renforcement et tout, on peut. Il y a des tennisman qui se sont fait opérer pour une sciatique, qui ont repris leur activité. Il y a des footballeurs, par exemple, qui ont fait la même chose et qui ont repris leur activité. Maintenant, le fait, comme je vous ai dit, il y a certains sports qui sont peut-être beaucoup plus incriminés que d'autres, notamment tout ce qui est soulevé de poids, d'accord, tout ce qui est saut en hauteur. Pourquoi ? Parce que c'est quand on s'appuie, c'est-à-dire dans la chute, dans la descente, il y a forcément une pression qui est beaucoup plus importante dans les disques, d'accord ? Et c'est ce qui fait souffrir en général les disques. Parfait. On va prendre des questions de téléspectateurs. On y va pour la première. Alors, on a Hajar, qui a 27 ans, qui dit « Je suis enceinte et je souffre de douleurs lombaires. Disparaîtront-elles après l'accouchement ?» Oui, elles disparaîtront après l'accouchement si Madame Hajar s'occupe un peu de son dos, d'accord ? Après l'accouchement. Après l'accouchement, c'est très important, d'accord ? Alors, chez la femme enceinte, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a toute on va dire une posture lombaire qui est modifiée. Il y a ce qu'on appelle une hyperlordose au niveau des lombaires, vu le ventre devant et le poids du ventre devant, ce qui fait que toute la posture au niveau du dos est, on va dire, modifiée. Alors, très souvent, après l'accouchement, des séances de rééducation, en général, sont suffisantes pour que les choses rentrent dans l'ordre, en principe. Ok, on ne se dit pas, c'est bon, après l'accouchement, ça va passer tout seul. Ça passe en général seul, mais ça laisse des séquelles. La lombalgie en général, le lombago en général, va passer tout seul, avec un petit traitement ou avec un minimum de repos. Hein. Déjà, c'est très important, parce que les gens, très souvent, ont tendance à dire que quand j'ai mal au dos, il faut que je me repose. Ça, c'est faux, d'accord ? Il faut maintenant privilégier l'activité. Il faut bouger. Ça dépend, bien évidemment, de l'intensité de la douleur, mais il faut mobiliser le plus rapidement possible. Essayer de garder son activité professionnelle, bouger, ne pas rester confiné au lit. D'accord, mais en même temps, repos et mobilité. J'ai du mal à vous suivre. On se repose combien de temps et on reprend combien de temps après ? Tout dépend de l'intensité de la douleur. Quand il s'agit d'un lombago qui est très important, très probablement, on sera obligé de se reposer pendant 24 heures, à prendre des médicaments, d'accord ? Mais au-delà des 24 heures, il faut bouger, il faut se lever, il faut essayer de garder son activité, une activité normale. D'accord.
Ça, c'est très important. Parfait. Alors, on va sur la deuxième question. On me parle d'opération chirurgicale pour soulager ma sciatique. Mon entourage me le déconseille et me suggère de consulter un chiropracteur. Y a-t-il des risques quant à ces manipulations? C'est Oussama qui nous pose la question, il a 34 ans. Oui, alors, dans le cadre d'une sciatique, les manipulations vertébrales, la chiropraxie en général, est contre-indiquée. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire une manipulation vertébrale chez quelqu'un qui a une sciatique. Chez quelqu'un qui a une sciatique, qu'est-ce que ça veut dire avoir une sciatique? Avoir une sciatique, c'est-à-dire qu'il y a forcément quelque chose au niveau de votre dos qui comprime la racine. Dans les sciatiques communes, c'est très souvent une hernie discale. D'accord. Alors, il faut savoir quel est le principe de la manipulation. La manipulation va vous faire des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire dans la vie, dans la vraie vie. D'accord. Donc, le but, c'est de tendre au maximum certains muscles et de les relâcher au maximum pour avoir moins mal. Alors, ces mouvements-là ont tendance à généralement aggraver la sciatique, voire même à compliquer la sciatique, passer vers un syndrome de la queue de cheval, vers des problèmes beaucoup plus sérieux. Quant à la lombalgie, la chiropraxie peut éventuellement avoir de très bons résultats avec des manipulations sur des lombalgies simples. C'est pour ça que le diagnostic doit être absolument posé par un spécialiste pour orienter ensuite la prise en charge. C'est très important. C'est très important. Très important. Parfait. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose, Naïma? Non, pas du tout. Juste, moi, je suis contre les médicaments, franchement. Moi, je préfère assouplir mes muscles, faire du yoga, du stretching. Alors justement, est-ce qu'on peut se passer des médicaments? Est-ce qu'on peut toujours s'en passer? Parce que vous parlez de 24 heures, moi, 24 heures avaler des médicaments, moi je ne suis pas pour. Franchement. Vous savez, là, on parle de lombalgie. Vous savez, il y a des gens qui se bloquent le dos. Là, je vous le dis, ce n'est pas par connaissance, c'est parce que je m'allonge, j'essaye de faire des exercices, mais c'est super, franchement. Et la natation. Là, on a oublié cette histoire. La natation, c'est pour la prévention. Mais docteur, est-ce qu'on peut se passer des médicaments? Oui, on peut se passer des médicaments, mais tout dépend de l'intensité de la douleur. Vous savez, quand on a très très mal, c'est vraiment très difficile à gérer. C'est vraiment très difficile. Maintenant, on est souvent sur des médicaments, on va dire, de base, c'est-à-dire du paracétamol, des anti-inflammatoires. Une étude récente a démontré que le paracétamol, maintenant, que le paracétamol n'avait aucune efficacité sur les douleurs lombalgiques? C'est faux. C'est faux? C'est faux, c'est tout à fait faux. Tous les antalgiques de grade 1, voire grade 2, d'accord, tous les grades 1, grade 2 peuvent être très efficaces sur les lombalgies. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour cet échange. Merci d'avoir accepté de passer cette heure avec nous sur Médien TV. Mohamed Manjara, exécutif life coach. Naïma Filali, professeur d'éducation physique et notre super femme de cette semaine. Et Dr Fouad Ayadi, neurochirurgien. On n'oublie pas de remercier également Madame Lamande, notre super aliment de cette semaine. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Un grand merci à l'équipe qui nous a accompagnés de Tanger à Kazan en passant par Rabat. À très vite. On se dit demain, en fait, nous. Au revoir.